Dans le monde moderne, le cuivre est un véritable protagoniste. Il est présent dans nos téléphones portables, dans les voitures électriques, dans les canalisations de nos maisons et dans les vastes réseaux électriques qui alimentent des villes entières. Sa polyvalence, sa conductivité et sa résistance en font l'un des métaux les plus essentiels pour notre société. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où il provient? Le voyage du cuivre est une véritable histoire d'ingénierie, de géologie et de chimie. Une saga qui commence dans les profondeurs de la Terre et qui s'achève dans les produits que nous utilisons chaque jour. Plongeons dans cet univers fascinant pour découvrir comment la roche brute est transformée en un métal d'une valeur inestimable. Le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs de chaleur et d'électricité. Il offre une résistance exceptionnelle à la corrosion. Extrêmement flexible et malléable, il peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés. On le trouve dans la croûte terrestre, plus précisément dans les couches superficielles composées principalement de roches sédimentaires. Son extraction est un processus complexe qui comporte plusieurs étapes. La première consiste à identifier des zones présentant un fort potentiel de dépôt de minerais de cuivre. Cela nécessite des études géologiques, l'analyse d'échantillons et l'utilisation de techniques de prospection afin de localiser des gisements exploitables économiquement. Lorsqu'un gisement est découvert, tout doit être préparé pour l'extraction. Mais avant d'accéder aux précieux minerais, il est nécessaire de retirer d'énormes couches de matériaux stériles. Dans certaines zones, le dépôt minéral peut atteindre jusqu'à 100 mètres de profondeur, ce qui exige l'utilisation de machines colossales et de tonnes d'explosifs. Pour extraire la roche contenant le cuivre, on utilise de gigantesques foreuses capables de percer environ 130 trous, appelés trous de mine, d'une profondeur d'au moins 16 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Dans chaque trou, on introduit un mélange puissant de nitrate d'ammonium et de carburant, complété par une certaine quantité d'un explosif hautement énergétique appelé ampho. Une fois le tout inséré, le trou est rebouché avec du matériau stérile. Depuis une zone sécurisée, un opérateur déclenche les charges, provoquant une série d'explosions parfaitement synchronisées. Chaque détonation est si puissante qu'elle pourrait faire s'effondrer un bâtiment entier. L'intervalle entre deux détonations est d'à peine 2 millisecondes. Ce schéma de détonation a été spécialement conçu pour fragmenter le plus de roches possible contenant du cuivre, tout en minimisant la dispersion des matériaux et la formation excessive de poussière. Une fois la roche fragmentée, commence le processus de chargement du minerai. D'immenses engins soulèvent les blocs de roche avec leurs gigantesques godets et les déversent dans d'énormes camions de transport minier. Pour obtenir une seule tonne de cuivre pur, il faut extraire près de 200 tonnes de minerai. Les pelles hydrauliques peuvent soulever jusqu'à 80 tonnes de roche en une seule fois. Pourtant, cette roche ne contient généralement que moins de 0,5% de cuivre. Les camions, hauts de près de 7 mètres, sont capables de transporter jusqu'à 400 tonnes de charge. Comme les mines à ciel ouvert couvrent des superficies gigantesques, leur exploitation est surveillée et gérée depuis un centre de contrôle semblable à une tour de contrôle d'aéroport, d'où les ingénieurs peuvent observer en temps réel toutes les opérations au sol. Mais alors, comment cette roche brute se transforme-t-elle en l'un des métaux les plus utilisés au monde? La libération du cuivre dépend de la nature du minerai. S'il est de type oxydé ou sulfuré, les procédés diffèrent. Dans le cas des minerais oxydés, les roches extraites sont empilées dans des zones spéciales appelées aires de lixiviation. Là, elles sont arrosées en continu avec une solution diluée d'acide sulfurique. Pendant plusieurs semaines, cette solution s'infiltre lentement à travers les roches, dissolvant progressivement le cuivre qu'elles contiennent. Le liquide chargé en ions de cuivre est ensuite collecté dans des bassins et acheminé vers l'usine de traitement. Dans des canaux spéciaux, la solution de cuivre entre en contact avec un réactif organique qui lui permet de flotter en surface. Ensuite, on ajoute une solution acide qui augmente la concentration du cuivre et le rend électriquement conducteur. Ce liquide est alors transféré dans une série de grands réservoirs contenant de fines plaques de cuivre appelées cathodes. Une fois qu'un courant électrique est appliqué, les ions de cuivre commencent à se déposer progressivement sur les cathodes. En seulement 10 jours, chaque plaque atteint une épaisseur d'environ 2,5 cm. À ce stade, la pureté du cuivre est proche de 100%, ce qui est indispensable pour son utilisation dans la fabrication de produits électriques. L'extraction à partir de minerais sulfurés, en revanche, est bien plus complexe. Tout commence dans un gigantesque tambour appelé broyeur. À l'intérieur, d'énormes billes d'acier broient les roches humides en fragments plus petits. Le matériau broyé passe ensuite sur un tapis perforé qui laisse passer les morceaux fins, tandis que les plus gros sont renvoyés au broyeur pour un nouveau cycle. Une fois la roche réduite en poudre, on y ajoute des produits chimiques qui enrobent les particules de cuivre, ainsi qu'un agent moussant. Cette boue minérale est ensuite envoyée dans des cuves de flottation où des bulles d'air entraînent les particules de cuivre vers la surface.
Cette mousse riche en cuivre est recueillie et filtrée pour obtenir un concentré dont la pureté atteint au moins 30%. L'étape suivante se déroule dans l'usine de fusion. Le concentré est transporté par train jusqu'à d'immenses dépôts où il est mélangé en couches avec du sable de silice, appelé fondant, qui aide à éliminer les impuretés pendant la fusion. Soumise à des températures extrêmes, la charge se transforme en un liquide en fusion. La scorie, constituée de fer et d'autres minéraux, flotte à la surface tandis que le cuivre s'accumule au fond. À ce stade, sa pureté atteint environ 60%. Il passe ensuite dans un second four où son taux de pureté grimpe à 98%. Les résidus en fusion sont évacués et se solidifient en formant des coulées incandescentes qui ressemblent à de la lave. Pendant ce temps, des grues transfèrent le cuivre liquide vers un autre four pour l'étape de purification finale. La pureté monte alors à 99% et le cuivre fondu est coulé dans de grands moules pour former de massives plaques rectangulaires appelées anodes. Ces plaques sont refroidies par jet d'eau, solidifiées, puis éjectées par des vérins hydrauliques. Elles sont ensuite nettoyées afin d'éliminer les résidus du démoulant et transportées vers une raffinerie, parfois située à des centaines de kilomètres. Dans la raffinerie, la pureté atteint son maximum. Les anodes sont immergées dans de grands réservoirs contenant une solution électrolytique et placées face à de fines lamelles métalliques appelées cathodes. Lorsqu'un courant électrique est appliqué, le cuivre pur se transfère des anodes vers les cathodes, tandis que les impuretés tombent au fond du réservoir. Le résultat est un cuivre d'une pureté quasi parfaite, prêt à être utilisé dans les applications électriques les plus exigeantes. Le cuivre raffiné est ensuite introduit dans un four vertical où il est de nouveau fondu. Le métal liquide est dirigé vers un moule qui produit de grands blocs rectangulaires d'environ 6 mètres de longueur. En sortant du moule, le cuivre est refroidi par jet d'eau et prend la forme d'une barre continue. Cette barre passe ensuite entre plusieurs rouleaux qui réduisent son diamètre. À la sortie, elle se transforme en un fil de cuivre d'environ 7 mm d'épaisseur. Ce fil est enroulé en spirale par une machine, puis compressé afin d'occuper moins d'espace lors du transport. Ces immenses bobines de cuivre pur sont ensuite prêtes à être transformées en fils conducteurs, capables de transporter l'électricité aux 4 coins du monde. Et voilà l'incroyable voyage du cuivre, de la roche brute jusqu'aux conducteurs électriques qui alimentent nos vies modernes. Mais attention, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Imagine un monde où chaque déchet peut devenir une ressource précieuse. Chaque année, la planète produit plus de 108 millions de mètres cubes de panneaux de particules, issus du recyclage de 16 millions de tonnes de déchets de bois qui auraient pu pourrir dans des décharges ou être brûlés. Ce n'est pas simplement un matériau, c'est une révolution du recyclage. D'anciens emballages, des chutes de bois et même de vieux meubles renaissent pour devenir les fondations solides de nos cuisines, de nos tables et de nos étagères. Et saviez-vous que 25% de cette production est déjà certifiée comme écologique et respectueuse de l'environnement? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les secrets de cette prouesse industrielle. Des broyeurs géants qui engloutissent des troncs entiers jusqu'aux presses chauffées où la résine transforme des copeaux en un bloc monolithique, découvrez comment les déchets reprennent vie dans la sandwich structurelle parfaite d'un panneau. C'est bien plus que du bois, c'est l'avenir du design durable. Vous êtes prêts à suivre ce voyage depuis les déchets jusqu'au chef-d'œuvre? Alors surtout, restez attentifs, car chaque étape va vous émerveiller. Tout commence dans une immense aire de stockage des matières premières, un lieu où convergent sans cesse les fondations de futurs panneaux. Ici, l'idée d'une utilisation rationnelle des ressources prend vie à une échelle impressionnante. Contrairement aux croyances, du bois commercial de haute qualité n'est presque jamais utilisé pour la fabrication de panneaux. La philosophie repose sur le fait de donner une seconde vie aux déchets de bois, transformant ce qui était vu comme un simple sous-produit en matériaux de valeur. Des montagnes de matières premières hautes de plusieurs mètres s'accumulent ici. La base de ce processus est constituée de copeaux technologiques provenant de bois de faible qualité, inutilisables en sciage. Une grande part provient de scieries, des dosses, parties arrondies des troncs, des chutes de planches et des bandes minces issues de la découpe. Les usines de menuiserie et de meubles fournissent aussi des déchets de rabotage, de fraisage, des copeaux et de la sciure. Un flux important est issu du bois secondaire. Palettes, caisses, emballages et même des meubles usagés retrouvent une nouvelle vie après un nettoyage rigoureux. Chaque lot de matière subit un contrôle strict dès son arrivée. La pureté est la clé de la qualité,
Et la première étape consiste à retirer toutes les inclusions métalliques. De puissants séparateurs électromagnétiques captent les clous, agrafes ou boulons susceptibles d'endommager les broyeurs. Puis, des systèmes de tamissage éliminent les impuretés minérales, le sable, les cailloux et autres débris abrasifs. Lorsque des troncs entiers de plusieurs mètres sont utilisés, ils passent par une débardeuse ou un tambour rotatif qui retire leur écorce. Cette étape est essentielle, car l'écorce dégrade la qualité du liant, fragilise le produit et nuit à son apparence. Une fois préparé, le bois nettoyé commence son voyage sur de longs convoyeurs. Il disparaît dans la gueule d'un broyeur géant, une machine monstrueuse capable d'avaler des morceaux de bois de plusieurs pieds d'épaisseur. À l'intérieur, des couteaux acérés tournant à des milliers de tours par minute réduisent le bois en copeaux uniformes. Ces copeaux, bien que réguliers, ne sont encore qu'un produit semi-fini. Leur structure cubique ne permet pas de créer un panneau dense et solide. Un broyage secondaire plus fin est nécessaire, effectué dans des machines de précision appelées flaquaires. C'est ici que naît la véritable particule qui donnera son nom au panneau. La géométrie des copeaux devient cruciale, car elle doit être conçue avec une précision d'ingénierie. Pour les couches externes, responsables de la surface lisse, de fines lamelles plates sont produites. Elles ressemblent à des flocons d'une épaisseur de quelques centièmes de millimètre. Leur grande surface adhère parfaitement à la résine, créant une finition prête à être laminée. À l'inverse, la couche centrale utilise des particules plus épaisses qui forment l'ossature résistante du panneau. Elle lui donne sa rigidité, sa capacité à résister aux flexions et à maintenir des fixations solides comme des vis et des boulons. Mais avant l'assemblage, les copeaux présentent une humidité variable, inacceptable pour un collage de qualité. Ils passent donc dans d'énormes séchoirs rotatifs traversés par de l'air chaud. Un contrôle automatisé garantit un taux d'humidité strict, entre 2 et 6%. Un séchage excessif empêche l'absorption correcte de la colle. Une humidité trop forte provoquerait des fissures internes lors de la presse. Après séchage, les copeaux sont triés par taille et poids. Les plus gros alimentent la couche interne, les plus fins forment les couches externes. C'est ici qu'intervient le liant, principalement des résines synthétiques telles que l'uréformaldéhyde ou la mélamine. Les copeaux passent dans des mélangeurs continus où la résine est pulvérisée en un voile collant. Chaque particule est enrobée, prête à se lier aux autres. La quantité est cruciale, variant entre 6 et 10% du poids sec. D'autres additifs peuvent être ajoutés pour améliorer la résistance ou réduire l'inflammabilité. Les copeaux collants sont ensuite déposés sur un convoyeur par une machine de formage. C'est là que naît le matelas de copeaux, organisé en 3 couches. La couche fine du bas, la couche épaisse centrale, puis une couche fine supérieure. Cette structure en sandwich garantit solidité et finition parfaite. Un prépressage compacte le matelas, éliminant l'air et préparant le transfert vers la presse principale. C'est le cœur du processus, le pressage à chaud. Dans des presses continues ou multi-ouvertures, une pression de plusieurs dizaines de kilos par centimètre carré écrase les copeaux. En même temps, la chaleur des plateaux chauffés à 200 degrés Celsius déclenche la polymérisation de la résine. En quelques minutes, le matelas meuble devient un panneau solide et monolithique. Ces panneaux brûlants sont ensuite refroidis lentement dans des refroidisseurs à gradins. Le refroidissement contrôlé évite les déformations ou les tensions internes. Les panneaux passent ensuite au calibrage et au ponçage, qui leur donnent une épaisseur précise et une surface lisse. Enfin, ils sont découpés au format standard et soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Seuls les panneaux respectant les normes de densité, de solidité et de précision dimensionnelle sont commercialisés. Ils partent ensuite vers les usines de meubles où ils deviennent ces objets du quotidien que nous utilisons sans même y penser. Chaque panneau est la preuve que même les déchets peuvent devenir la base de notre confort moderne. Et maintenant, une chose essentielle. Si vous appréciez cette plongée au cœur de l'innovation durable, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. Votre soutien est ce qui permet de donner vie à des contenus toujours plus immersifs. Kit Kat, la friandise croustillante et chocolatée, au goût familier et délicieux, est aimée par des millions de personnes dans le monde. Sous son emballage rouge iconique, se cache un processus de production fascinant et méticuleux. As-tu déjà imaginé ce qui rend les Kit Kat si irrésistibles et attirants? Aujourd'hui, rejoins-nous pour découvrir le surprenant voyage de la fabrication de Kit Kat dans l'une des plus grandes usines de chocolat au monde. Chaque jour,
Plus de 8 millions de barres y sont produites. Cette douce aventure est certaine de te laisser émerveiller. Le voyage vers la création de la saveur exquise du chocolat Kit Kat commence dans les terres lointaines d'Afrique de l'Ouest. D'immenses champs de cacao s'étendent sous le soleil tropical éclatant. En juillet, lorsque les cabosses mûres de cacao brillent sous la chaleur, les agriculteurs commencent la saison de récolte. Ils cueillent soigneusement chaque cabosse pour préserver les précieuses fèves à l'intérieur. Chaque mouvement reflète leur respect et leur fierté pour les fruits de leur travail. Une fois récoltées, les cabosses sont ouvertes et révèlent les fèves de cacao tant recherchées. Chaque fève dodu, qui incarne l'essence de la nature, est manipulée avec soin et disposée sur de larges tapis de séchage. Sous le soleil tropical brûlant, ces fèves sèchent naturellement pendant environ 8 jours. Au fil du temps, elles perdent de l'humidité, leur coque durcit et elles enferment la saveur exceptionnelle du chocolat. Les fèves de cacao passent ensuite par une stricte inspection de qualité avant d'entrer dans l'usine de production. Elles subissent d'abord un contrôle d'humidité pour garantir un séchage optimal et éviter toute moisissure. Ensuite, leur taille et leur texture sont soigneusement examinées et les fèves sous-développées sont retirées. Enfin, une équipe expérimentée effectue un test d'arôme pour vérifier que chaque fève libère son parfum unique. À l'intérieur de l'usine ultramoderne, les fèves subissent un processus de transformation de 3 heures. Le voyage commence par un nettoyage minutieux. Les ouvriers versent les fèves dans d'immenses convoyeurs qui les transportent vers une station de nettoyage. Dans un tambour rotatif spécialement conçu, les fèves roulent et se frottent les unes aux autres. Leurs coques se détachent, pendant que de puissants jets d'air soufflent la poussière et les impuretés. Les fèves ressortent impeccables et prêtes pour l'étape suivante. Elles passent alors à l'épreuve du feu, où leurs arômes cachés s'éveillent. Chaque lot est placé dans une grande machine de torréfaction, semblable à celle utilisée pour le café. La torréfaction du cacao exige une température et un temps de cuisson d'une extrême précision. Cette étape représente le secret des maîtres chocolatiers, car une simple variation peut modifier complètement la saveur. Après avoir enduré cette épreuve de chaleur, les fèves, désormais riches en arômes, passent au broyage. Elles sont écrasées dans un broyeur géant, qui libère leur saveur profonde et intense. En se brisant, les fèves se transforment progressivement en une pâte de cacao épaisse et lisse. Cette pâte est ensuite pressée hydrauliquement pour en extraire le beurre de cacao. Il reste alors de grands gâteaux de cacao rond, pesant environ 7 kg chacun. Ces gâteaux regorgent d'un parfum puissant et représentent l'essence même du cacao. Ils sont moulus à nouveau pour devenir une poudre fine, prête à créer le goût unique du Kit Kat. La poudre de cacao est mélangée avec du sucre, du lait en poudre, du beurre de cacao pur, des émulsifiants et d'autres ingrédients secrets. Les proportions exactes constituent la recette strictement gardée de Nestlé. Le mélange tourne sans cesse dans une gigantesque machine, jusqu'à former une masse chocolatée épaisse et veloutée. Vient ensuite l'art du conchage, qui affine les particules de chocolat jusqu'à une taille microscopique. Ainsi, elles fondent instantanément sur la langue. Plus le conchage dure, plus la texture devient crémeuse et raffinée, semblable à de la soie. Enfin, le chocolat liquide passe par l'étape du tempérage. Sa température est soigneusement montée et descendue pour s'assurer qu'il fonde entièrement, puis redescende à environ 27 degrés Celsius. Ce processus empêche la formation de cristaux indésirables et garde le chocolat brillant et irrésistible. Si le chocolat est l'âme du Kit Kat, alors les couches de gaufrettes croustillantes en sont le cœur. Leur création méticuleuse commence avec de la farine de blé raffinée, de l'eau purifiée, du sucre, des graisses végétales et une pincée de sel. Mais le secret réside dans un agent levant qui donne aux gaufrettes leur texture légère et aérienne. Tous les ingrédients sont mélangés dans un gigantesque mélangeur jusqu'à obtenir une pâte épaisse et homogène. La pâte est ensuite versée dans des moules rectangulaires grâce à des buses ultra précises. Ces buses garantissent que chaque moule reçoive exactement la bonne quantité de pâte. Les moules sont chauffés à une température allant de 175 à 200 degrés Celsius pendant 30 secondes. Cette chaleur intense cuit les gaufrettes et leur donne leur texture croustillante caractéristique. Puis, les gaufrettes sont transférées vers une zone de refroidissement. Des courants d'air doux réduisent progressivement leur température. Cette étape est essentielle pour conserver le croquant des couches de gaufrettes et empêcher le chocolat de fondre lors de l'enrobage. Pendant que les gaufrettes refroidissent, la garniture chocolatée entre les couches est préparée. Elle est différente de l'enrobage extérieur, car elle contient de la poudre issue de Kit Kat recyclée. Les barres défectueuses sont broyées finement et ajoutées à cette garniture crémeuse. Elle est plus fine et ressemble à une crème au chocolat. Elle permet de coller les couches de gaufrettes sans les faire s'effriter. En revanche, l'enrobage extérieur reste plus épais et ferme pour donner structure et protection à la barre.
Arrive alors la transformation la plus envoûtante, lorsque les gaufrettes croustillantes sont recouvertes d'une couche de chocolat liquide. Elles avancent sur un convoyeur et passent sous un flot délicat de chocolat brillant. 3 couches sont appliquées avec précision afin de recouvrir chaque gaufrette d'un enrobage parfait. Enfin, une dernière couche de gaufrette est posée sur le dessus, comme la touche finale du chef-d'œuvre KitKat. Le voyage continue sur un convoyeur moderne, où des lames tranchantes attendent les barres. Chaque KitKat glisse doucement vers la zone de découpe. Là, les lames coupent les barres en portions parfaitement égales. En un instant, les KitKat complets apparaissent alignés et prêts pour la suite de leur parcours. Après près de 15 heures de préparation, le chocolat onctueux prend enfin sa forme familière de KitKat. Des machines ultra rapides remplissent des centaines de moules chaque minute, produisant plus de 200 000 barres par jour. Des flux de chocolat en fusion sont versés dans les moules pour former la coque extérieure brillante et irrésistible. Puis, les gaufrettes croustillantes passent sous une cascade de chocolat qui les recouvre uniformément. Ce spectacle fascinant dégage une odeur alléchante de chocolat fondu, combinée au croquant des gaufrettes. Un vrai plaisir sensoriel qui donne envie de croquer immédiatement un KitKat sorti de la ligne de production. Tu connais sûrement le slogan « Ava Break, Ava KitKat ». Une phrase simple et mémorable, dotée d'une puissance marketing extraordinaire. Depuis 1958, ce slogan est devenu inséparable de l'image du KitKat croustillant et chocolaté. Ava Break invite à la pause, au repos et à la détente. Ava KitKat propose un moment sucré qui ravive les papilles et redonne le sourire. Cette combinaison astucieuse entre Break et KitKat évoque non seulement l'acte de casser la barre, mais aussi le besoin universel de faire une pause. Ce slogan à succès a joué un rôle crucial dans la construction de la réputation mondiale de KitKat. Il est désormais considéré comme l'un des plus grands slogans publicitaires de tous les temps. Avant d'arriver aux consommateurs et aux rayons des supermarchés, les barres KitKat subissent des contrôles de qualité stricts. La moindre imperfection, comme des bulles d'air ou une fissure, entraîne le rejet immédiat de la barre. Mais ces barres ne sont pas perdues, elles sont recyclées et intégrées à la garniture intérieure. Les barres parfaites poursuivent leur route vers la chaîne d'emballage automatisée. De rapides bras robotiques enveloppent chaque barre dans un papier aluminium brillant, puis ajoutent l'emballage rouge accrocheur. Et ainsi, les KitKat sont prêts à partir vers les consommateurs. Chaque jour, jusqu'à 8 millions de KitKat sortent de l'usine. Ils sont transportés vers d'immenses entrepôts, puis distribués dans le monde entier. Chargés dans des camions, les KitKat entament leur voyage pour offrir une douceur chocolatée aux gens partout dans le monde. Si tu trouves ce voyage captivant et que tu veux découvrir d'autres secrets fascinants de la production alimentaire, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune vidéo.